Bonjour à tous et à toutes, chers auditeurs, ici Damien qui vous parle. Bienvenue dans ce nouvel hors-série de la nouvelle saison de Diabolic People. Cette année, les hors-séries vont être un peu différents que l'année précédente. On avait réussi à chaque fois à coller les thématiques avec les thématiques des conférences. Là, cette fois-ci, vu qu'on a changé la fréquence d'hors-série ainsi que des conférences, on va changer tout ça et on va mettre en avant des choses nouvelles pour dire avec People. Et notamment aujourd'hui, on va vous parler de notre partenariat qu'on a fait avec Octopus. Et aujourd'hui, je suis en compagnie de Barbara Goffinet. Bonjour Barbara. Bonjour Damien. Comment ça va? Très bien. Est-ce que tu pourrais te présenter pour nos auditoristes? Qui es-tu? Alors, je suis Barbara Goffinet, donc je suis responsable prévention du pôle prévention d'Octopus. Octopus, c'est la fédération régionale des musiques actuelles en Occitanie. Ouais, voilà, pour commencer. Ok. Et à quel moment vous avez commencé à vous intéresser au handicap? Alors, ça fait... Bon, les premières fois qu'on a abordé le sujet, je dirais que ça fait quelques années, j'ai pas la date en tête. Donc moi, je suis responsable du pôle prévention. On a donc dans la musique, dans le secteur de la professionnelle des musiques actuelles, on travaille notamment sur les risques auditifs. Donc on a un gros volet sur cette partie-là, avec entre autres des tournées de spectacles à destination des scolaires, des campagnes de prévention qu'on déploie sur la région, avec nos relais départementaux prévention, puisque par département, on a 1 à 2 structures relais. On travaille aussi sur tout ce qui est RDR, réduction des risques, donc plutôt axé sur les produits psychoactifs et les risques associés. Et on a un gros volet lutte contre les discriminations. Et depuis 2020, on a commencé à travailler sur la lutte contre les violences sexistes, sexuelles, LGBTI-phobie. On a commencé à travailler quelques années plus tard sur l'antiracisme, la lutte antiraciste. Et on souhaitait commencer à travailler sur le champ du handicap. Et il existe un fonds d'accessibilité DRAC, donc une possibilité de financement, mais qui est plutôt axé sur de l'investissement, en fait, sur du matériel. Et du coup, nous, on a entamé des discussions donc, avec nos interlocuteurs DRAC il y a quelques années, et on souhaitait pas forcément investir sur du matériel sans avoir auparavant fait un état des lieux sur quels étaient les besoins et voilà, pas investir de l'argent comme ça. Donc c'est un petit peu parti de là, les discussions ont commencé, même sans moi au début, hein, j'ai raccroché le wagon un petit peu plus tard. Et du coup, concrètement, je dirais qu'il y a 2 ans, on a fait intervenir APF France Handicap. APF France Handicap auprès de nos relais départementaux prévention sous un mode webinaire, conférence. Et voilà, c'était une première étape, mais nous, on voulait aller plus loin que ce qui a été fait à ce moment-là. Et au final, après beaucoup de discussions, la DRAC a dit « Ok, on fait à votre manière ». Donc on a fait un petit état des lieux, notamment auprès des SMAC, des scènes musiques actuelles de la région Occitanie. Et pour savoir quelles étaient les actions qu'ils menaient sur le champ du handicap, quels étaient le matériel qu'ils avaient déjà ou pas, quels étaient les partenariats en place avec des associations sur divers handicaps. Voilà, où ils en étaient pour pouvoir vraiment monter un projet et commencer à travailler concrètement sur le champ du handicap. On a eu la réponse sur ce financement-là en juin 2025.
mai-juin 2025. Et à ce moment-là... Tout récent, quoi. c'est ça. C'est tout récent. Félicitations. Mais donc, ce qui fait qu'il y a eu plus ou moins 5 ans de décalage entre la première idée, travailler sur le handicap, d'avoir ce fonds d'investissement DRAC et de l'avoir obtenu. Oui. Ah, waouh. Il y a quelques années de décalage, sachant que quand même l'approche intersectionnelle, même qu'on essaye d'avoir, enfin, elle est venue après 2020. C'était vraiment la lutte contre les violences sexistes sexuelles, et on a commencé à développer des formations sur ce sujet-là. Finalement, l'année d'après, le CNM a rendu obligatoire la formation sur la lutte contre les VSS pour obtenir des financements. Donc là, d'un coup, c'était le sujet était vraiment le sujet du moment financé, on va dire. Et en fait, on a vu apparaître peut-être 2 ans plus tard la région, pareil, sur ces appels à projets égalité, qui a commencé à avoir une approche intersectionnelle en disant, en parlant du cumul des discriminations et la lutte contre les inégalités. Oui, donc il y a un petit peu aussi un côté chance, entre guillemets, quoi. C'est-à-dire que les étoiles se sont alignées, telle thématique devient obligatoire, tel machin devient truc, et au final, vous avez de l'argent. Et merci. C'est ça, exactement. Ok. Et je trouve ça assez dingue aussi, parce que tu parles toujours de fonds d'investissement, donc c'est-à-dire qu'ils veulent uniquement de l'achat matériel. C'est-à-dire que tu ne peux pas utiliser cet argent pour engager quelqu'un. C'est ça que ça veut dire. Oui, c'est ça. Pour l'instant, oui, c'est ça. Et moi, je trouve ça dingue parce qu'en fait, de mon point de vue, c'est pas le matériel qui fait tout. En fait, je trouve ça assez fou. Bref, on y reviendra plus tard, je pense. Donc, après avoir fait toute cette découverte, ce premier webinaire il y a 2 ans et d'avoir eu ce fonds d'investissement en juin, qu'est-ce qui se passait par la suite sur cette thématique ? Alors du coup, on a eu cette réponse de financement donc de la DRAC. Juste pour dire là, aujourd'hui, on est aussi financé par la région sur l'appel à projet région inclusive. Et voilà. Et là, très récemment, on vient d'avoir un financement du CNM aussi. Donc Centre national de la musique. Donc, ce qui fait qu'on a quand même un petit peu les moyens de travailler et d'avancer vraiment sur ce champ de l'accessibilité. Et du coup, ce qui s'est passé en juin, moi je suis venue, donc j'habite à Montpellier. Octopus, le siège social est à Toulouse et on est 2, donc le gros de l'équipe est à Toulouse, mais on est 2 salariés côté Montpellier, plus une personne volontaire en service civique. Et du coup, et mon bureau, le bureau Octopus est à la Halle Tropisme. Et j'avais entendu parler, moi, qu'il y a un festival s'organisait qui s'appelait le Handyfest, organisé par le collectif Dear Valid People, dont j'avais déjà entendu parler auparavant, puisque commençant à travailler sur l'accessibilité, Swan, qui était en service civique avec moi l'année dernière, faisait des recherches là-dessus sur tous les partenaires potentiels et m'avait dit ah là, il y a un collectif qui a l'air super intéressant qui s'appelle Dear Valid People qui fait des conférences, notamment au quartier généreux. Bon, moi ça collait pas malheureusement avec vu que j'ai 2 enfants avec mon emploi du temps pour venir, mais en tout cas je suivais un petit peu ce qui se passait. Et est arrivée l'organisation de ce Handyfest. Il s'avère que j'étais dispo ce jour-là, donc j'ai pu venir. Et ce festival se déroule à l'Altropisme. Et j'ai pu venir même l'après-midi. Je me suis inscrite avec une amie sur un atelier introduction à l'antivalidisme, etc. Je trouvais ça hyper intéressant qu'il y ait un côté atelier, un petit peu réflexion, travail théorique et un moment festif par la suite. Et ensuite, du coup, je suis restée la soirée. Il y avait une scène stand-up avec des humoristes et concert chansigné. Et de là, sur le moment, pendant l'orga du festival, j'espérais croiser donc des personnes du collectif Dear Valid People, mais qui étaient évidemment en plein orga de festival, donc pas forcément dispo. J'ai pas pu trop les contacter comme ça. Mais en tout cas, j'ai trouvé le festival
très chouette. Et ça m'a permis ensuite, par Montpellier, une petite ville, donc par réseau, j'ai réussi à avoir un numéro de téléphone de Camille, et qui faisait partie du collectif, coprésidente. Et voilà. Et puis du coup, j'ai pu l'appeler et on a pu commencer à réfléchir et à la collaboration qu'on pourrait mettre en place. Ok. Et justement, quelle idée il y a eu de collaboration? Est-ce qu'il y en avait qu'une? Est-ce qu'il y en a eu plusieurs? Il y en a plusieurs, oui. L'idée, c'était déjà de créer un premier lien. Ce qui était assez intéressant, c'est que les premiers échanges qu'on a eus, j'avais envoyé un mail d'ailleurs auparavant aussi. Du coup, j'ai essayé quand même par tous les moyens de contacter Dear Valid People. J'avais identifié en fait cette association-là comme pouvant vraiment coller à la manière dont on a envie de travailler. On essaie au sein du pôle prévention d'Octopus de travailler quand on travaille un sujet avec des personnes concernées et du coup pour pas parler à la place des gens. Et du coup, quand on a échangé, le premier échange qu'on a eu au téléphone avec Camille, on s'est vite rendu compte qu'on était sur la même quand même longueur d'onde avec une posture aussi militante et du coup, là l'idée, nous, dans un premier temps, c'était d'organiser une conférence auprès de nos relais départementaux prévention, notamment, qui sont du coup, comme leur nom l'indique, nos relais sur les territoires. Et l'idée, c'est que les personnes qui sont référentes soient formées aux différentes thématiques qu'on travaille. Et là, ça fait 2 ans qu'on a réussi à avoir des financements pour organiser un séminaire prévention chaque début d'année, de 2 jours, sur 2 jours. Sur lesquels on a des ateliers échanges de pratiques et ensuite une conférence en plénière. Et du coup, c'est à ce titre-là que j'ai demandé à Dear Valid People du coup, d'intervenir pour une conférence sur l'accessibilité culturelle. Et sachant que ce séminaire prévention, il rassemble les relais départementaux prévention, mais pas que. Il rassemble aussi les référents et référentes Label et La Fête. Ça, j'en ai pas parlé encore. Donc, Label et La Fête, c'est un label de promotion de la santé et de bien-être en milieu festif qu'on a développé depuis 2019 avec Octopus. Et c'est un projet qui est co-porté avec Act Up Sud-Ouest. Et en 2019, on avait 3 festivals labellisés sur la région Occitanie. Aujourd'hui, on en a 42. Et on a une 60aine de structures accompagnées qui sont des festivals, des salles de concert, des bars musicaux. Et sachant que le grand objectif, c'est que ces organisateurs d'événements, de musiques actuelles, fassent de la prévention et adoptent une démarche de prévention sur leur événement. Donc il y a une dizaine de critères auxquels il faut répondre, notamment avoir un stand de prévention sur place, des campagnes de prévention, de l'eau potable accessible et gratuite, une signalétique claire. Et voilà. Et du coup, l'idée, c'est que cette grille d'évaluation Label et La Fête, elle n'est pas figée, évidemment, elle est en perpétuelle évolution. Et là, à un moment, l'objectif, c'est de faire le lien donc, avec cette thématique de l'accessibilité, sachant qu'aujourd'hui sur la grille, le premier critère, en fait, enfin le seul critère d'ailleurs concernant l'accessibilité, c'était accès PMR ou pas. Bon, voilà. Non, mais je le précise parce que. Mais tu as raison de le préciser parce que je pense que c'est malheureusement des gros biais qu'on parle d'accessibilité. Déjà, je trouve souvent on parle d'accessibilité plus que de handicap, ce qui pour moi n'est pas exactement la même chose. Souvent, on va parler d'accessibilité alors qu'en fait, on parle de handicap et inversement proportionnel. Et en plus de ça, on va se limiter en effet à l'accessibilité motrice et qu'on va aussi réfléchir en termes de cases à cocher alors qu'en fait, c'est beaucoup plus que ça parce qu'on se rend compte qu'un événement musical, quand on le vit, en fait, c'est pas des cases à cocher, c'est pas on va sur telle scène, c'est un continuum. C'est un continuum, tout à fait.
Et voilà, donc du coup conférence lors de ce séminaire prévention qui a eu lieu là, en septembre 2025. Je crois que c'était assez unanime. Enfin, toutes les personnes présentes ont trouvé cette conférence géniale. Il y avait vraiment... Donc, on avait Béatrice Pradillon et Camille Kenerguez qui étaient... Kernéguez, pardon. C'est moi qui... Excuse-moi, Camille. Désolé Camille. Kernéguez, on sait que c'est simple à prononcer et pourtant... Tu n'es pas la première, tu n'es pas la dernière, je pense. Merci Damien. Et désolé Camille. Du coup, et qui avait une approche très très complémentaire. La conférence était très très pro. Et en même temps, avec des anecdotes donc très vivantes aussi. Elles m'ont fait aussi le retour que c'était pas si fréquent que ça d'organiser ce type de conférence en direction d'un public là qui déjà savait plus ou moins ce que c'était que la notion de validisme, anti-validisme. Enfin voilà, apparemment c'est pas si fréquent que ça. Pour dire que c'est quand même déjà des personnes en travaillant déjà sur le champ de la prévention qui étaient en tout cas un petit peu intéressées, un peu sensibilisées, même si les niveaux sont pas forcément oui, les niveaux sont tous différents, mais en effet, déjà, le fait que le mot validisme soit connu, c'est une rareté. C'est ça. Rareté. Voilà. Et donc, justement, qu'on parle de la conférence, que tu peux un peu plus nous expliquer comment ça s'est déroulé? Est-ce qu'il y a eu un follow-up à cette conférence, qu'il y a eu des questions-réponses? Est-ce qu'après, derrière, il y avait un atelier ou est-ce que vous réservez pour plus tard? C'était quoi l'objectif? L'objectif, c'était vraiment une introduction, une sensibilisation, donc déjà de reprendre qu'est-ce que ça veut dire malgré tout. Hein. Enfin, on redéfinit qu'est-ce que c'est que le validisme et du coup l'antivalidisme, on va dire les différentes typologie de handicap. Et après, c'était vraiment axé sur l'accessibilité sur les événements de musique actuelle, donc les concerts. Et du coup, là, donc, disons qu'il y avait une partie théorique vraiment, mais agrémentée aussi d'anecdotes et de situations vécues, que ce soit par Camille ou Béatrice, en tant que j'allais dire festivalière, personnes allant écouter des concerts, quoi. Et ce à quoi elles avaient pu être confrontées. Et du coup, j'allais dire, il y avait beaucoup d'exemples, donc ça c'était riche. Après, il y a eu un petit temps de questions-réponses, mais voilà. Est-ce qu'il y a eu un exemple qui t'a marqué, que tu serais capable de nous redire là, et notamment pour nos auditoristes? Alors, j'ai un exemple, mais moi j'étais quand même en situation d'orga, donc je suis... Enfin, ouais, c'est pas voilà. Je connais ça. Pour dire que c'est pas si facile. On n'est pas totalement dedans. Ouais, c'est ça, exactement. J'ai en tout cas un souvenir de Camille qui dit qu'elle va écouter un concert et qu'on lui donne pas la possibilité d'accéder, il me semble, à la fosse, enfin voilà, à la salle, pour sa sécurité. Là, vous me voyez pas, mais je fais avec mes mains des guillemets. Et voilà. Et au final, après coup, elle revient quand même dans la salle et il s'avère qu'au final, il y avait un ascenseur, enfin qu'elle aurait pu y accéder. C'était juste les personnes, je crois, de la sécurité qui étaient pas formées, pas informées. Oui, et en même temps, là, je pense qu'on arrive sur un sujet que je trouve intéressant d'en discuter avec toi aussi, c'est de la question de la sécurité et accessibilité qui sont souvent en conflit. D'ailleurs, enfin là, on le voit très bien avec l'exemple qu'a vécu Camille, c'est en effet, on n'a pas forcément le droit d'aller en fosse quand il y a une salle. On peut aller en tant que personne PMR
il faudrait y aller. Et moi, l'autre chose que je vis, que je trouve ça assez fou, c'est que les personnes qui sont avec nous, qui sont souvent nos amis, ne sont plus nos amis. Ils deviennent nos accompagnants officiels. Et je trouve ça assez dingue parce que en tant qu'accompagnants, ils sont limités. Il n'y a qu'une personne souvent qui peut nous accompagner. Et je pense que Camille l'a peut-être dit durant la conférence, mais il me semble qu'elle avait négocié pour que l'ensemble des personnes avec elle viennent avec elle dans la salle. Mais voilà, elle a dû négocier. Parce que je trouve ça fou, ça veut dire que nous, en tant que personnes handicapées, on ne peut pas aller à un événement avec nos amis. Et là, je trouve qu'il y a des choses à faire, quoi, à ce niveau-là. Oui, il y a beaucoup de choses à faire et notamment il y a cette question-là qui ressort, parce que Camille a témoigné de ça, mais il y a eu d'autres témoignages et notamment sur les plateformes qui sont pas forcément dans tous les festivals ou lieux de musique, événements de musique actuelle, mais pour certains, oui, et sur l'accès aux plateformes. Et donc, moi, j'ai une autre personne qui m'a témoigné le fait que elle avait dû choisir entre son compagnon ou son enfant. Enfin, voilà, parce que c'était un accompagnatrice sur la plateforme et pas deux. Et voilà, et du coup, ce type de situation est vraiment problématique. Et du coup, je pense que c'est pas entre plein d'autres questions, mais c'est quelque chose qu'il faut absolument réfléchir. Et comme peut-être a témoigné Camille, c'est que oui, qu'on soit handicapé ou pas, mais on a le droit de passer une bonne soirée avec ses amis ou sa famille, ou les deux, et pas forcément avec, comme tu dis, une personne accompagnante. Ouais, c'est ça, tout à fait, qui pourrait être n'importe qui, d'ailleurs. Enfin, moi, c'est quelque chose que je remarque aussi dans la vie de tous les jours, c'est que je trouve que les accompagnants perdent leur statut genré ou autre, de la même manière que les personnes handicapées. C'est-à-dire, moi, pour moi, il y a une blague, c'est les filles qui subissent du harcèlement, devenez nos accompagnantes, vous n'aurez plus de harcèlement. Parce que vous serez vus comme des accompagnants et vous perdez votre statut. Et moi, je trouve ça intéressant aussi, ces changements de rôles sociaux en fonction d'être avec des personnes handicapées ou pas. Enfin, et je trouve que ça dit aussi beaucoup de choses. Enfin, les gens, vu de l'extérieur, ils pourraient pas savoir si les gens sont nos amis, nos accompagnants, nos maris, femmes. Enfin, il y a plein de choses. Pour revenir sur la question de la sécurité et sécurité et accessibilité, parce que justement tu parlais que dans la prévention, il y a aussi un énorme aspect sécurité. Est-ce que toi tu as pu le voir qu'il y avait ce conflit entre sécurité et accessibilité? Alors après... Oui, j'ai pu le voir, mais nous, avec le pôle prévention, on est vraiment sur la prévention santé. Donc, en fait, en tout cas, moi, à mon endroit, je n'agis pas sur la sécurité. Par contre, les personnes avec qui je travaille, qui organisent des concerts, travaillent avec des boîtes de sécurité et avec des agents de sécurité. Et certains et certaines ont pu le faire, et ça, c'est génial, c'est-à-dire former les équipes de sécurité. Alors sur l'accessibilité, le handicap, pas forcément. Là, je repars en arrière, moi, sur l'aspect lutte contre les violences sexistes sexuelles, les LGBTI-phobie. Mais je veux dire,
c'est les boîtes de sécurité. En fait, sur certains territoires, ce qui se passe, c'est qu'il n'y a pas forcément le choix parce qu'il n'y en a qu'une. Et que les agents et agents ne sont pas forcément formés. Je dis agents parce que évidemment il y a plus, enfin évidemment, en tout cas c'est un constat, il y a plus d'hommes que de femmes. C'est quand même des métiers qui sont petit à petit, on voit de plus en plus de femmes, mais pour moi c'est aussi important qu'il y ait une mixité de genre. Et idéalement il faudrait les former, ces personnes-là, parce que c'est souvent le premier accueil pour le public. Enfin, le public arrive par des agents et agentes de sécurité. Et en fonction de leur formation ou non, ils sont plus ou moins bien accueillis. Et des fois, on a des échos sur l'ensemble des thématiques qui sont pas forcément réjouissantes. Et du coup, ça me fait, en tout cas, ça fait écho à ça quand j'entends sécurité. Ouais, quand tu me racontes aussi, moi, ce que je trouve ça assez fou, c'est qu'en fait, vous vous accompagnez aussi, et nous, on vous a accompagné. Donc, c'est beaucoup d'intermédiaires à chaque fois où je me dis, mais la perte d'information, elle peut être assez grande, quoi, mine de rien. Et c'est aussi pour ça qu'on dit toujours aussi que la formation à l'accessibilité au handicap, c'est pas aussi une case à cocher, ce qui est malheureusement le cas dans la plupart des structures qui font des sensibilisations durant la journée des personnes handicapées du 3 décembre, ou là bientôt va avoir la semaine européenne de l'emploi pour les personnes handicapées, ce qui est souvent un prétexte pour faire des choses sur le handicap, et après le reste de l'année, on oublie. Voilà, et alors qu'en fait, on se rend compte que ça doit être quelque chose de systématique. Et ça arrive petit à petit. Enfin, moi, j'ai la fierté, pour le coup, de ce côté-là, de faire des interventions dans une école de jeux vidéo et à donner des cours, mais tous les ans, depuis 3 ans. Okay. Donc, il y a une systématisation qui peut se créer. Et là, c'est une question de choix. Moi, pour le coup, je voulais parler d'une situation concrète que nous, on a vécue durant l'organisation du festival du Handifest par rapport à la scène ici au Altropisme, qui est plus ou moins accessible parce qu'il y a déjà une pente qui est native, mais avec un énorme obstacle au milieu qui nous oblige à aller sur les côtés. Quand je me suis rendu compte de ça, l'hypersoft-roulant, ça nous oblige à nous mettre en danger et à être proche du précipice. Et donc, j'ai demandé à ce qu'on rajoute des rails de sécurité sur les côtés pour nous éviter de tomber. Ce sur quoi la production était OK à la base. Et puis ensuite, il s'avère qu'ils ont mis un passif, justement, où ça a causé, il y avait déjà des rails, et ça a causé des accidents, notamment sur des enfants. Et donc, ils les ont enlevés. C'est là où je vois qu'il y a un conflit direct entre accessibilité et sécurité. C'est là-dessus. Est-ce que toi, t'as aussi vécu des choses comme ça? Est-ce que t'as déjà eu des échos comme ça ou pas du tout? Je réfléchis, mais là, comme ça, j'ai pas d'exemple qui me viennent à l'esprit. Après, encore une fois, c'est assez récent, du coup, notre travail. Et du coup, moi, les échos que j'ai, c'est pas... Vu que moi-même, j'organise pas de concerts, mais je travaille avec des gens qui en organisent, donc c'est un petit peu tous les retours qui peuvent avoir en ce sens. Après, c'est sûr que des fois, entre le bâti et l'existant, et d'un coup, qui est déjà là, et d'un coup, on commence à réfléchir à ces questions d'accessibilité de handicap, et à se former, et à se rendre compte que... Mais qu'est-ce qu'on fait quand les choses... Si c'est un nouveau lieu, un projet en construction, on peut, et que c'est pris dès le départ en compte, c'est une chose.
Voilà, moi, j'ai eu des échos, oui, sur certains territoires en ruralité, de vieilles salles. Voilà, même l'accès PMR qui est dans la loi aujourd'hui, en fait, est pas possible et les travaux sont, voilà. Donc, en fait, du coup, dans ce cas-là, sur le site, ils mettent que si on est en situation de mobilité réduite, on peut passer un coup de fil et, on peut trouver une solution. Mais en tout cas, il n'y a pas d'accès. Il faut trouver des solutions toujours, quoi. Il y a un peu un système D de l'accessibilité, quoi. Exactement. Donc ça fait écho à ça. Mais après, là, on a dans la suite, du coup, de cette conférence qu'on a organisée, du coup, avec Dear Valid People, quelques semaines plus tard, au début du mois d'octobre, on a organisé une formation de 2 jours à destination des SMAC, donc Scènes Musiques Actuelles, donc c'est un label d'État, à Toulouse, et on avait la volonté de former les personnes qui pilotent les projets dans les structures, c'est-à-dire les directions. Donc on a vraiment demandé aux personnes en situation de direction de venir se former sur 2 jours, ce qui n'était pas une mince affaire de les mobiliser. Et après aussi les chargés d'action culturelle, mais on voulait vraiment qu'il y ait les directeurs et directrices. Comme vous en doutez, c'est une majorité de directeurs. Voilà, et du coup, avec une formatrice sur comment rendre mon lieu accessible. C'était donc reprendre un petit peu le cadre, la définition, le cadre juridique, légal et les différentes discriminations en fonction des typologies de handicap. Et puis l'idée, c'était aussi de les faire travailler sur un état des lieux, en fait, où ils en sont, et de repartir avec un petit peu les petits pas, mais quel est mon prochain objectif, voilà, suite à cette formation. Et on va pas les laisser comme ça, là, suite à cette formation. C'est-à-dire que là, on lance également un groupe de travail régional, donc qui va se réunir pour la première fois la fin novembre dans la SMAC Paloma à Nîmes, parce que suite à notre état des lieux, c'était la SMAC en Occitanie la plus avancée sur les questions de handicap et d'accessibilité, que ce soit en termes de projets de partenariat développés, et aussi pour le coup en termes de bâti. Même s'il y a des incohérences aussi, et elles nous l'expliqueront, c'est-à-dire que il me semble que peut-être il y a des logements, des chambres à Paloma, et je crois que c'est pas forcément... Enfin voilà. Là, j'en sais pas forcément plus, mais en tout cas, des fois, même quand on y pense dès le début, c'est pas forcément au final dans le réaliser toujours. Des fois là aussi, entre le temps où on y pense, le temps que ça se fait, il peut avoir plein d'étapes différentes. Et moi, je peux me poser la question à justement Paloma à Nîmes, qui est une salle relativement connue. Est-ce qu'il y a un lien à faire entre le succès de la salle et ce qu'on avance en accessibilité, ou pas du tout, selon toi? C'est difficile de répondre à cette question, mais pour moi, oui. En tout cas, c'est sûr que c'est une avancée, parce que en fait, si le handicap, c'est toute une partie de la population, quoi. Et une grande partie, finalement, si on prend tous les handicaps et qu'on va au-delà de la mobilité réduite, et quand on sait que 80% des handicaps sont invisibles, qu'il y a tout le champ de la santé mentale qui est énorme, et que quand on a un lieu avec des personnes, un vrai projet sur ces questions d'accessibilité, de handicap qui est mené, pour moi, ça change les choses. Et là, sur la formation de 2 jours qu'on a eue, la formatrice disait, là aussi, aujourd'hui, on a un nouveau public, aujourd'hui, là, qui est en train d'émerger, qui a 20 ans, donc qui est né après la loi de 2005 sur l'accessibilité universelle, donc qui a connu, qui a le droit. Et voilà, contrairement à toute la génération d'avant qui a grandi une partie de sa vie sans forcément de loi à l'appui, donc un sentiment d'être dans son bon droit. Là, et du coup, toute une nouvelle génération, un nouveau public, du coup, qui est hyper exigeant et qui a raison de l'être. Et du coup,
Je pense que passer à côté de ces questions-là, à un moment, c'est aussi Enfin, ça veut dire qu'il y a tout un public, une partie de la population qui ne viendra pas, quoi. Donc c'est pas évidemment l'unique raison, mais je pense qu'en tout cas, ça va devenir de plus en plus difficile, selon moi, de passer à outre. Ouais, voilà, de passer outre. La question de l'accessibilité. Et moi, je me demandais avant d'avoir la conférence, quoi est-ce que vous aviez eu vent déjà de l'accessibilité au Hellfest? Au Hellfest, non, enfin, c'est pas, en tout cas, ils font pas partie de nos adhérents. Ah oui, non, ouais, je voilà. me demande, mais en termes d'accessibilité, le Hellfest fait toujours beaucoup d'efforts de plus en plus. Chaque année, ils ont une équipe dédiée qui va être chapeautée par une personne concernée aussi. Et chaque année, ils essayent toujours de nouvelles choses. Depuis quelques années, ils ont mis en place des gilets vibrants pour les personnes malentendantes pour pouvoir quand même apprécier un concert. Et là, cette année, je ne sais pas du tout ce que ça a donné, mais ils ont mis en place des concerts audio décrits. D'accord. Pour les personnes malvoyantes. Et en fait, je trouve que c'est intéressant de voir ce qui se passe ailleurs, même si j'entends bien en effet, Hellfest qu'ils sont, c'est un peu loin de l'Occitanie. Mais ils se font remarquer. Donc, Ouais. c'est pour ça que je te pose la question aujourd'hui. Et moi, ça fait partie, pour le coup, de mes expériences propres aussi en termes de concerts, festivals. Et que c'est aussi une des raisons pour laquelle le Hellfest, j'y suis retourné. C'est que il y a aussi un aspect qu'on prend peut-être pas en compte, c'est qu'aujourd'hui, en fait, c'est tellement rare d'avoir des événements accessibles, ça devient un argument de fidélité. Bien sûr. Et où les gens reviennent encore et encore, quoi. Oui, les gilets vibrants, du coup, ça fait écho justement la SMAC Paloma dont on parlait à Nîmes, qui a des gilets vibrants aussi, et du coup, finalement, qui est assez repéré sur la région. Et il y a un système de prêt, en fait. Ces gilets, ils se font prêter ils sont prêtés à d'autres salles de concert ou événements qui le demandent. Et du coup, là, sur le projet, nous, qu'on est en train de développer, il y a toute une réflexion qui va émerger du groupe de travail, donc qui n'a pas encore démarré, mais sur la mutualisation de matériel et un petit peu formaliser un système de prêt, comme on peut le faire là actuellement déjà sur les casques de protection auditive pour les enfants. Parce que du coup, Octopus a acheté un stock de casques qui sont redispatchés chez les relais départementaux prévention et qui, eux, du coup, les mettent à disposition des événements qu'ils le demandent en système de prêt, en signant une convention de prêt. Et du coup, on va notamment, avec ce groupe de travail, réfléchir à cette question de développer un système de prêt. Dans quel matériel on investit et comment on le mutualise pour le mettre en prêt. Et donc c'est pour ça qu'on fait la première visite, le premier groupe de travail se réunit à Paloma. Donc également pour faire une visite, un petit peu démonstration aussi de comment on utilise ces gilets vibrants. Et l'idée, c'est aussi de réfléchir à qu'est-ce que c'est être dans les structures. On a souvent un référente, accessibilité, handicap, etc. Qu'est-ce que c'est que ça ? Enfin, ce rôle-là, d'établir un peu une fiche mission de en quoi ça consiste. Ça existe également sur la lutte contre les violences sexuelles, référente. Voilà. Donc en gros, en quoi ça consiste et aussi. L'idée, c'est de construire une mallette pédagogique. En gros, quels sont les outils nécessaires dont on a besoin si on veut rendre son lieu accessible. Et pour ça, du coup, on se fait accompagner par Béatrice Pradillon, donc qui est trésorière de Dear Valid People, mais qui a aussi monté son activité de consultante et facilitatrice, inclusion et égalité. Et du coup, elle va nous accompagner sur cette réflexion et ce travail-là, à construire cette mallette
cette mallette pédagogique, à réfléchir à la fiche mission et à la mutualisation de matériel dans un dernier temps. Enfin, et la communication aussi. Enfin, voilà. Il y a plusieurs étapes, quoi. Oui, il y a plusieurs choses. Toujours l'accessibilité, c'est dans plein de domaines finalement qui sont connexes avec les événements musicaux, quoi. C'est faire un événement musical, c'est plein de choses. Et par contre, là, dans ce que tu disais, la mutualisation, j'ai l'impression que c'est la réponse qu'il y a aussi sur les fonds, les demandes de fonds qui sont de plus en plus rares. Et on en parlait en début d'émission, le fonds d'investissement, donc pour investir sur du matériel. Au final, tout le monde ne peut pas le faire, donc la réponse est on mutualise, on prête matériel parce que nous, on peut l'acheter, les autres, pas forcément. Et j'ai l'impression que c'est une réponse qu'on a sur beaucoup de domaines, pas uniquement l'accessibilité d'ailleurs, parce que les budgets, il y en a de moins en moins. On arrive gentiment à la fin de ce hors-série déjà. Moi, je voulais parler de quelque chose qui, pour moi, je trouve important. Enfin, deux choses d'ailleurs. C'est pour toi, ça veut dire quoi travailler avec Direct People sur ces questions? Ils nous demandent qu'est-ce que tu as envie de dire aux entreprises qui veulent aborder cette question. Parce qu'aujourd'hui, nous, Direct People, on est de plus en plus demandés pour faire des événements. Là, j'en parlais pour la journée du 3 décembre ou la semaine européenne de l'emploi des personnes âgées. Mais, bizarrement, justement, ça revient à ce que je disais, les gens ne mettent pas de budget sur ces questions. Vous, à Octopus, justement, par contre, c'est l'inverse. Vous avez mis un budget sur cette question. Et justement, moi, je trouvais ça intéressant de venir là-dessus. Comment c'est passé? Est-ce que pour vous, c'était logique dès le départ de mettre un espace financier aussi sur ces questions? Oui, c'est pas, ouais, je veux dire, c'est même pas une question. Enfin, on travaille pas avec les gens. Enfin, on ne fait pas travailler les gens gratuitement. Pour moi, là, et c'est la base de toute collaboration qui débute, du coup, de rémunérer les personnes pour leur travail. Et si on n'a pas de financement, du coup, on peut se rencontrer de manière informelle, on peut échanger, avoir des super discussions, mais on peut pas véritablement entamer une collaboration. Donc, pour moi, ça me paraît primordial de payer, du coup, en l'occurrence, dire Valid People, si vous travaillez avec nous. Et moi, ce que j'ai envie de dire, c'est que ça me paraît, je l'ai évoqué tout à l'heure, mais si on travaille sur un sujet, travailler avec des personnes concernées, ça me paraît quand même une des choses les plus importantes. Et pour pas parler à la place des personnes qui ont un vécu que si on est valide, on peut pas avoir. Donc voilà. Et est-ce que c'est pas déjà une manière aussi de considérer le sujet, de considérer le handicap comme un vrai sujet? Parce que je trouve qu'aujourd'hui, le handicap n'est pas encore considéré comme tel. La preuve en est avec ces entreprises qui ne veulent pas mettre de budget. Quand ils veulent parler de handicap, moi, je mets un lien entre les deux. Je ne sais pas si j'ai raison. Et que oui, comme tu dis, c'est la base, mais c'est prendre en compte le sujet, c'est aussi considérer, accepter la méconnaissance que vous pouvez avoir sur le sujet, parce que je pense que vous êtes aussi partie de ce constat-là, mais que, en fait, on ne sait pas grand-chose et qu'on veut rattraper le temps perdu. Et pour finir, est-ce que tu peux nous dire, pour toi, ça a été quoi de travailler avec nous sur cette conférence encore aujourd'hui, puisque tu es encore là à répondre à mes questions. Qu'est-ce qui t'a attiré chez Direct People et que tu peux dire aux autres entreprises, travailler avec eux?
nous, en l'occurrence. Pour moi, déjà, travailler avec Dear Valid People, du coup, c'est un petit peu symboliquement la première pierre d'un projet qui est beaucoup plus large, que j'espère qu'on va continuer à développer pendant plusieurs années encore sur la région Occitanie. Donc c'est avec plein d'autres actions, dont certaines j'ai évoquées tout à l'heure, mais pas toutes, parce que c'était pas forcément exhaustif. Mais là, à venir d'ailleurs, on a une formation de 2 jours sur les premiers secours en santé mentale. Enfin, j'ai évoqué la santé mentale, mais qui a un grand champ. Et puis voilà. Et après, c'est un projet vraiment qu'on va continuer à développer sur plusieurs années. Et Dear Valid People, ce sont des personnes formés, jeunes, dynamiques, concernés, qui, je pense, ont une posture aussi militante, qui me paraît là très active en fait sur le territoire. Alors moi, je suis à Montpellier, donc qui est peut-être plus localisé autour d'ici, mais tout à l'heure tu parlais de Paris, de Genève, etc. Donc peut-être, non, j'ai pas vraiment la vision de vraiment l'ampleur de votre champ d'action, mais en tout cas j'ai pu écouter quand même certains podcasts. Il y a un vrai archivage via les podcasts sur plein de sujets. Il y a des conférences. J'ai écouté aussi la conférence sur la convergence des luttes. Je pense qu'il y a vraiment, ce qui est intéressant aussi, c'est que du coup là, Dear Valid People, on n'est pas coincé dans un petit champ. Enfin, il y a une vision vraiment intersectionnelle, et c'est celle nous qu'on veut avoir avec Octopus, le plus possible, c'est-à-dire de croiser les champs de lutte et les discriminations et voilà, et agir à différents endroits, quoi. Donc tout ça me paraît intéressant. Voilà. Ok. Est-ce que tu veux rajouter un dernier mot? Merci. Merci à toi pour cet échange. Et merci à toi aussi, Barbara, d'avoir accepté cette invitation et d'avoir permis de rendre visible ce partenariat dont on est fiers, nous aussi, de pouvoir assumer, et qu'on est très heureux de pouvoir le partager avec vous, chers auditeurs. On en parlait en tout début d'émission, on fait des conférences régulièrement et il s'avère que on fera bientôt notre conférence aussi sur le validisme bienveillant, qui sera aussi disponible en podcast, donc n'hésitez pas. Et on a fait récemment notre conférence sur la politique et le handicap. Donc voilà, on continue à être un peu sur tous les fronts. Merci beaucoup Barbara et bonne journée à tous et à toutes.